Bonjour, je suis Christine Dessus. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, mais vous pouvez aussi suivre mes publications sur Calameo, SlideShare et YouTube. Sur cette vidéo, nous allons parler d'amélioration de processus, d'optimisation de processus, et je me suis appuyée pour réaliser cette vidéo sur un document, un ouvrage qui s'appelle Réinventer sa démarche processus, qui a été écrit par Yvon Mougin en 2011. Ce document est un petit peu ancien, mais très honnêtement, il est complètement d'actualité. Pour faire un petit peu d'histoire, les démarches processus ont 25-30 ans d'existence. C'est vraiment dans les années 95 qu'on a commencé à en parler et à les mettre en œuvre. Elles faisaient suite au besoin de plus grande intégration des systèmes d'information. Entre les années 60 et les années 90-95, on a développé dans les entreprises de multiples îlots applicatifs qui n'étaient pas ou peu intégrés. Puis à un moment donné, on s'est mis à les intégrer. Et on avait des plats de spaghettis avec des flux dans tous les sens qui n'étaient ni urbanisés ni réellement contrôlés et qui échangeaient de la donnée. Et on a identifié que cela devenait un problème, la donnée n'était pas fiable et surtout ces flux généraient des batchs qui pouvaient commencer dans ce que j'ai connu vers 17h, 18h le soir et c'est terminé vers 10h le matin. Donc toute la nuit pour faire tourner des échanges de données qui auraient dû être beaucoup plus efficaces. À ce moment-là, on s'est mis à mettre en œuvre des ERP, donc des gros monolithes. Aujourd'hui, on revient un peu sur cette démarche monolithe. On s'en était un petit peu dégagé et puis lorsque c'est nécessaire, on commence à penser que peut-être on pourrait revenir à ça, ce n'est qu'un effet de balancier. Et à cette époque, on a mis en œuvre des gros ERP qui, eux, arrivaient avec des processus qui étaient modélisés et intégrés dans leur mode de fonctionnement. Et donc, les entreprises qui mettaient en place ces ERP se sont mises à cartographier leurs processus existants pour mesurer l'écart et le besoin de paramétrage de ces ERP pour essayer qu'ils conviennent et qu'ils se rapprochent le plus possible de leur processus existant. Ces ERP ont fait long feu. Ils existent encore dans nos entreprises. Les outils de comptabilité, d'achat, gestion de stock, tous ces besoins-là sont couverts par des ERP. Ensuite, on est passé à une vision beaucoup plus orientée service, donc tous ces microservices, les API, qui nous ont permis de simplifier malgré tout le fonctionnement des ERP, qui sont très lourds à porter, peu adaptatifs. Donc on a commencé à développer autrement des applicatifs, et puis là on y revient petit à petit, parce qu'on se trouve dans une dimension qui est beaucoup plus compliquée qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde qui est volatile et peu sûr, à la fois sur le plan géopolitique, l'actualité récente vous le montre, mais aussi sur le plan économique. Les entreprises, pour réellement exister, ont besoin d'améliorer leur processus et d'en améliorer l'efficacité, on va le voir, et on va échanger pendant à peu près 1 heure sur ce sujet. En introduction de cette présentation, je vous ai repris quelques exemples de modélisation et de représentation des processus. Pour chaque représentation, vous avez l'outil. Là, j'ai utilisé le modeleur gratuit d'une solution qui s'appelle Bisagie. Vous verrez un petit peu plus loin, je vous ai mis des liens Internet. Donc un processus en mode BPM, puisque c'est bien de cela qu'on parle, Business Process Management. On a le nom du processus ici, Purchase Request, donc demande d'achat. Et puis on a des acteurs qui sont représentés par une grande ligne d'eau, donc le demandeur, le manager qui va approuver la demande réalisée par le demandeur et le département achat qui lui va concrétiser l'achat. On trouve comme chaque fois en BPM un bouton vert pour dire que ça démarre, un bouton rouge pour dire que ça s'arrête. En BPM, vous pouvez avoir d'autres types de boutons. Vous avez généralement des petits ronds, des losanges et des carrés. Les carrés, vous en avez aussi plusieurs sortes. Là, ce sont des activités. Create Purchase Request, c'est une activité simple. En bas, dans la 3e ligne d'eau, vous avez Quotation et Purchase Order. Ce sont d'autres processus, soit des sous-processus de ce processus-là, soit des processus qui finalement sont lancés par les achats, sont déclenchés par les achats après l'approbation d'une demande d'achat et donc vont se réaliser ensuite, à la suite de ce processus.
Le losange, il indique une décision. Est-ce que ma demande d'achat est pleinement approuvée? Ça descend vers les achats. Est-ce qu'elle est complètement rejetée? Ça part vers le haut et on notifie au demandeur le rejet. Et elle peut être partiellement approuvée. On lui demande de changer quelque chose et donc il y a un retour de notification et on lui demande de reprendre en création sa demande d'achat. On voit aussi les données, Purchase Request Data, c'est l'espèce de boîte grise là avec un petit onglet plié qui est en haut, c'est de la donnée. Et puis le cylindre qui représente l'applicatif principal qui est mis en œuvre pour créer la demande d'achat. C'est une représentation simple, qui est efficace, qui est facile à lire et puis qui peut être comprise par tous. C'est l'avantage de cette représentation BPM. Elle peut aussi être intégrée avec un petit peu de système d'information. On n'est pas dans une démarche complète d'intégration avec le système d'information, mais on peut faire apparaître les briques du système d'information. Et puis on voit l'intégration de processus en processus et on verra qui est extrêmement importante. J'ai fait la même représentation avec un autre outil, lui, qui est complètement open source, contrairement à Bizagy. Bizagy a un modeleur gratuit, mais ensuite c'est une solution payante, très riche. YED, c'est un outil qui permet de faire des diagrammes, donc on a moins la notion d'intégration et de poupée russe qu'on pourrait avoir avec Bizagy, mais néanmoins, on fait une représentation absolument comparable. Si vous avez travaillé dans la qualité, vous avez pu avoir l'habitude de voir des logigrammes verticaux. C'est exactement la même chose que cette version horizontale. Moi, j'ai été baignée avec cette version comme cela horizontale, donc c'est vrai que je suis plus attirée par ça, mais c'est moi. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire autrement. Et effectivement, quand on tourne le diagramme comme je l'ai fait, on se retrouve avec un logigramme qui ressemble à ce que vous avez pu représenter autrefois, toujours avec ce démarrage et cet arrêt. Et puis là, il faudrait effectivement remettre les boîtes à l'endroit pour le voir. Donc vous pouvez très bien avoir une représentation horizontale ou verticale de ces logigrammes, ce n'est pas un problème. La valeur n'est pas là. La valeur, c'est vraiment dans le sens et dans le choix des mots et dans la simplicité de représentation que vous allez les avoir. Ici, je vous ai fait le même processus, mais sur un outil Archimate, l'outil Archimate Tool qui est aussi un open source. La représentation n'est pas la même parce que l'enjeu n'est pas le même. L'enjeu pour Archimate, c'est vraiment d'identifier des briques fonctionnelles applicatives, de les représenter. Donc effectivement, on modélise des processus, mais peut-être que les démarches BPM et Archimate vont pouvoir collaborer et on n'aura peut-être pas le même niveau de détail dans Archimate qu'on peut l'avoir en BPM. Néanmoins, je vous ai représenté le processus. Donc le niveau du haut que vous avez là sont des rôles, des acteurs. Vous trouvez toujours ce lancement, c'est un bouton vert, maintenant c'est devenu un événement vert. Donc il y a un événement qui déclenche ce besoin d'achat, un besoin de fourniture pour l'usine, pour la fabrication. Et du coup, on va créer la demande d'achat, l'attribuer au demandeur, approuver, l'attribuer au manager qui peut lui aussi demander d'autres approbations ou alors demander une mise à jour, etc., etc. Vous trouvez en bas la notion de données, Purchase Request Data Object, et la notion de solution applicative, tout comme dans le BPM. Ça, ce sont des exemples. On ne va plus parler, quasiment plus parler de modélisation et d'outils. Ça, c'est vraiment ce que vous allez faire avant de vous lancer dans une démarche d'amélioration de processus. Vous allez réfléchir à comment vous voulez représenter vos processus et avec quel outil. Mais aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est pourquoi lancer une démarche de modélisation de processus, sur quel type de processus, est-ce qu'on fait sur tous, est-ce qu'on choisit, comment on définit quels sont les processus qu'on va vouloir optimiser. Avant de lancer cela, je vous ai mis ici et je vous laisse quelques minutes, quelques secondes pour prendre une copie. Ça vous permettra de trouver les solutions. Vous avez deux solutions payantes. Le modeleur gratuit de Bizagy et de Bonitasoft. Ils offrent un modeleur gratuit, donc on peut faire démarrer une modélisation, mais ensuite on va vers une solution payante qui permet d'aller beaucoup plus loin. Modelio, qui est un très bel outil de cartographie, à la fois open source, mais qui dispose aussi d'une version payante. YED et Archi, qui sont des solutions
complètement open source. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au processus? Aujourd'hui, on a besoin d'une très grande réactivité et d'une nécessité de souplesse. C'est quelque chose qui est devenu très important. On va vouloir maîtriser finalement les interactions entre les différents composants de l'organisation. Les composants de l'organisation sont de grandes entités métiers, les achats, la RH, la compta et autres, l'industrie, la fabrication, tout ce que vous pouvez avoir dans vos structures d'entreprise, mais ce sont surtout leurs processus. C'est-à-dire que pour chaque entité métier, on a des processus, des façons de faire. On va avoir le processus tel qu'il est décrit par la qualité. Avec un coup de bol, c'est tel qu'il est réalisé. Souvent, ce n'est pas vrai. Le processus tel qu'il a été pensé n'est pas celui qui est réalisé. Pourquoi? Tout simplement parce que les acteurs humains l'ont auto-adapté. Ils se sont facilité la vie et donc ils ont adapté leur processus à leur échelle. C'est bien parce qu'ils ont montré cette souplesse, mais peut-être qu'en adaptant leur processus, ils ont généré des difficultés dans un autre morceau, un autre pan de l'entreprise. Ceux qui reçoivent leurs produits de sortie peuvent ne pas être contents et peuvent aussi ne pas le dire. Ils récupèrent ça et ils compensent. Et en fait, on se retrouve dans une entreprise où tout le monde compense les faiblesses de l'autre en disant « Ah oui, mais ils ne nous donnent pas ça ou ils ne nous font pas ça ». Et la vision de l'amélioration des processus, c'est d'identifier ces points de compensation, ces besoins de compensation, et ensuite de transformer les entreprises, transformer les processus pour faire en sorte que, à la fois unitairement sur un morceau de l'entreprise, mais aussi globalement, ils apportent de la valeur. Et ce besoin de réactivité et de souplesse va faire partie des enjeux de ces refontes de processus. Il y en a un autre d'enjeu qui est très fort, qui est le RSE, les responsabilités sociétales et environnementales. On vise la qualité absolue pour les clients, mais on vise surtout la responsabilité environnementale, c'est-à-dire le respect de normes de l'environnement, ne pas abîmer la planète, ne pas laisser des déchets pour les générations futures, être beaucoup plus vertueux, plus propre, et des besoins sociétaux. On va se focaliser non seulement sur le client externe, mais sur le bien-être du salarié. On a besoin que ce salarié soit vraiment aux petits soins par rapport à son activité et qu'il soit dans un état de satisfaction, pas optimum, mais qu'il soit content de venir travailler tous les matins. C'est un problème aujourd'hui d'embaucher des salariés, de les former, et du coup, on va essayer de les conserver dans l'entreprise, de les faire évoluer. Donc cette responsabilité RSE, c'est aussi un enjeu dans l'optimisation et l'amélioration des processus, au-delà de la souplesse. Cette souplesse, on va la trouver dans les mots agilité ou entreprise libérée. Et du coup, cette agilité, cette souplesse que l'on va donner aux acteurs, elle va être basée sur la confiance. Ça veut dire qu'on va leur donner beaucoup plus d'espace de façon décentralisée. Ils vont pouvoir travailler pour améliorer la situation. Mais le fait qu'on décentralise l'exécution d'activités ne veut pas dire que l'on perd le contrôle. Au contraire, on ne peut confier de la responsabilité à des acteurs opérationnels que si on a un moyen de contrôle, un moyen de suivi qui nous permet de nous dire oui, on est sur le bon chemin ou non, il faut transformer et il faut intervenir. Donc cette agilité, elle va être conditionnée à des mécanismes de suivi qui vont permettre effectivement de mesurer l'efficacité du processus. Et cette bonne efficacité du processus va être le garant de l'indépendance ou de l'autonomie qu'on va donner aux acteurs localement. L'entreprise, tout comme les processus, ce sont des systèmes régulés. Ce mot régulé, il est important. Plus vous allez donner d'autonomie à vos acteurs, plus ces éléments de régulation vont être importants. Il va falloir les suivre. Il va falloir suivre les adaptations qui sont menées. Donc l'entreprise est un système régulé parce qu'elle exécute aussi des processus qui permettent de réaliser de la valeur.
la valeur vers les clients, c'est-à-dire les clients externes, ceux qui achètent vos produits et vos services, mais aussi, comme on le disait, pour plein de raisons, la valeur interne, c'est-à-dire la satisfaction des acteurs qui opèrent dans votre entreprise et le respect de normes environnementales. Et on va essayer de réguler nos activités au regard de ces enjeux qui sont donc externes, internes et l'impact écologique. L'entreprise et les processus sont des systèmes régulés, c'est-à-dire qu'ils ont un déclencheur. Ce qui déclenche la mise en mouvement d'une entreprise, c'est souvent l'arrivée d'un client, soit pour faire une demande d'un nouveau produit, d'un nouvel achat, soit pour demander un nouveau service suite à un achat précédent. Donc ça, c'est la notion de déclencheur. L'entreprise est elle-même un gros processus qui va produire un résultat. Le résultat, ça va être le produit ou le service qui va être délivré à ce client. Pour pouvoir délivrer ce produit ou ce service au client, on va avoir des cœurs d'activité qui vont être décrits par des processus et on va avoir des retours, des mécanismes de régulation, de retour arrière. Si le client n'est pas satisfait, clairement, il va revenir, et ça c'est le meilleur des cas, c'est qu'il revienne pour exprimer son insatisfaction ou pour demander des compléments de service. Dans le pire des cas, il ne revient pas. Et vous n'avez pas l'information de l'insatisfaction. Donc les mécanismes de régulation sont des éléments extrêmement importants. Alors souvent maintenant, on demande à un client s'il est satisfait. Vous a fait un achat, on vous demande si vous êtes satisfait du produit, de la livraison et de l'entreprise qui vous a vendu le produit. Ça, ce sont des mécanismes de régulation que l'on applique sur une entreprise. Pour faire tout cela, on va avoir besoin d'indicateurs, c'est-à-dire on ne peut réguler, on ne peut améliorer que ce qu'on a mesuré. Et on ne peut, comme je vous le disais, donner de l'autonomie à des acteurs opérationnels que si on a des indicateurs qui permettent de nous assurer que l'activité est réalisée telle qu'on le souhaitait. Pourquoi est-ce qu'on veut optimiser et améliorer les processus? Parce qu'on veut optimiser et améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Donc optimiser un processus, c'est bien, mais ça ne suffit sans doute pas. Il va falloir optimiser une chaîne de processus. Quel est l'enjeu pour le responsable de l'entreprise? Le premier enjeu, c'est faire les bons choix d'investissement. Ce n'est pas parce qu'on sent qu'on a besoin d'acheter quelque chose qu'on va l'acheter. On va l'acheter pour deux raisons. Ça nous permet de réduire des coûts d'exploitation, de production, maintenance. Et ça facilite un certain nombre de choses en interne, dans le travail des acteurs internes, des opérateurs. Ça nous permet de montrer notre effort vis-à-vis d'enjeux RSE. Et puis, ça va nous permettre surtout de retenir des clients existants et d'en gagner de nouveaux. En fait, la stratégie d'une entreprise, elle tourne autour de cela. Et ça a un effet de balance en permanence entre des besoins liés aux clients, des besoins internes, des besoins RSE. Et on va définir cette stratégie autour de ça et on va adapter l'entreprise avec beaucoup plus de souplesse qu'avant en fonction de ces enjeux-là. Qu'est-ce qu'un processus? C'est un ensemble structuré d'activités pour accomplir un objectif précis. Donc c'est ce que je vous dis depuis le début. Un processus, ça capte une entrée, un input, et ça la transforme en output. Un processus, on peut le représenter comme une boîte noire. Je ne considère que ce qui rentre et ce qui sort. Ça peut suffire. Si ce processus est très automatisé, ça peut suffire. Je vais avoir des indicateurs qui vont me mesurer finalement l'efficacité du processus. Si cette efficacité finalement est constante ou tend à s'améliorer, je peux considérer que je suis content. Si cette efficacité que j'attendais meilleure n'est pas au niveau auquel j'attends, ça veut dire qu'il faut que je rentre dans l'analyse interne de ce processus pour pouvoir en comprendre le fonctionnement et identifier les points d'amélioration. Ces points d'amélioration, je vais les identifier au sein du processus avec les opérationnels. Il faut éviter de faire ce qu'on a fait depuis des années, qui consistait finalement à avoir des acteurs complètement externes au processus, qui les modélisaient, qui les amélioraient, qui les pensaient, sans vraiment impliquer les acteurs opérationnels. Ceux-là sont extrêmement importants. C'est eux qui doivent améliorer le processus et qui vont permettre finalement à l'entreprise de grandir. Cette confiance-là, elle doit exister.
Un point important dans cette amélioration, c'est que les sorties d'un processus, ce sont souvent les entrées d'un autre processus. Donc améliorer un processus isolément, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il va falloir identifier les autres acteurs dans l'entreprise qui sont impactés par les sorties de ce processus ou qui sont les personnes qui déclenchent le processus, et puis les autres processus qui sont donc en interface avec le processus considéré. Et c'est là qu'on va commencer à s'intéresser à une vision en chaîne de valeur, c'est-à-dire un enchaînement de processus avec des boucles de rétroaction, avec différents acteurs. Alors on dit que ce sont des systèmes à boucle fermée et qu'ils ont des caractéristiques, 4. S'ils sont mesurables, on a des indicateurs de mesure, ils produisent des résultats attendus, ils génèrent de la valeur pour le client, interne, externe, et ils répondent à un événement spécifique, ils sont déclenchés par quelque chose. Ces processus, pour la plupart, dans les entreprises qui sont pilotées par processus, ils sont gouvernés. Il y a 2 acteurs dans la gouvernance d'un processus, le process manager, le process owner. L'un va définir les enjeux du processus, ses grandes activités, les objectifs, les indicateurs de mesure, éventuellement les besoins d'automatisation en système d'information ou au contraire en machine physique. Donc il va avoir une vision d'ensemble stratégique. Il y aura donc peut-être plusieurs paliers de déploiement de processus. C'est important, vous allez déployer vos processus. Donc vous allez former les personnes aux nouveaux outils, aux nouvelles façons de faire pour qu'ils les intègrent. Ça se passera d'autant mieux qu'ils auront participé à l'évolution du processus. Généralement, c'est le process manager qui fait ça. Il peut y avoir différentes fonctions et puis un mélange entre ces fonctions, voire il peut n'y avoir qu'une seule personne dans des entreprises plus petites. L'autre, le process owner, lui, il va suivre au quotidien l'efficacité de ce processus. Il va vraiment se pencher sur comment fonctionne le processus. Est-ce qu'il fournit les résultats attendus? Est-ce que le niveau de qualité des résultats attendus est réellement conforme à ce qu'il attendait? Ce sont des postes et des fonctions qui sont recherchés. Si vous allez sur le site de l'APEC, vous allez en trouver. Et ce qui est important de savoir, c'est que souvent ces postes de process manager, process owner, ce sont des intermédiaires entre les acteurs de métier et les équipes de maîtrise d'œuvre de la DSI. Ils vont définir les besoins d'automatisation et vont donc fortement contribuer à la construction du système d'information. Ça, c'est juste une représentation pour montrer qu'un processus, c'est un ensemble d'activités. Ces activités peuvent elles-mêmes, comme on l'a vu sur la représentation de la demande d'achat, des sous-processus ou des processus qui vont s'enchaîner. Ces sous-processus, on peut en avoir finalement un nombre infini. On pourrait imaginer une poupée russe sans fin. Généralement, c'est 2, 3. 4, ça commence à devenir très fin. Mais 2, 3, c'est bien. Donc vous avez finalement un processus qui se décompose en sous-processus et en sous-sous-processus, ou un macro-processus en sous-processus, en processus et sous-processus. Voilà. On a donc du vocabulaire, des éléments en entrée comme des ressources, des déclencheurs, des événements déclencheurs, des éléments en sortie, des résultats des sorties. L'activité du processus, c'est donc la transformation des éléments en entrée en éléments en sortie. Ces éléments peuvent être du document, peuvent être de la matière. Ici, je vous ai représenté la notion de relation client-fournisseur entre 2 processus. Les processus sont souvent des choses un peu hermétiques. C'est-à-dire celui qui est à côté ne voit pas comment sont faites les choses qui sont en interne. Mais par contre, on doit avoir, c'est-à-dire que là j'ai un premier processus, processus N, puis j'ai le processus N plus 1. Alors ce n'est pas la même représentation, c'est un schéma. Et je vois qu'il y a une boucle de feedback. C'est-à-dire ce processus N réalise une prestation, fournit quelque chose, et le processus N plus 1 doit accepter cette entrée. Cette chose-là, ce n'est jamais mis en œuvre. Et il va falloir le faire si vous voulez optimiser vos processus. C'est-à-dire qu'au niveau N plus 1, il doit y avoir un regard sur ce que nous fournit le processus N.
C'est-à-dire que le processus N, comme je vous disais, il peut avoir optimisé et transformé sa façon de faire. Du coup, ce que l'on vous fournit, c'est plus exactement la même chose. Et vous ne comprenez pas pourquoi on vous fournit un certain nombre de choses. Donc, il va falloir travailler avec les acteurs du processus N pour vraiment respécifier votre besoin et faire un feedback sur ce que vous recevez. L'entreprise elle-même est un processus global, c'est-à-dire qu'elle consomme des ressources pour produire des résultats. Donc vous allez avoir un fournisseur externe qui va vous amener des matières et qui va donc vous permettre de réaliser des activités qui vont s'enchaîner avec des processus N, N plus 1, N plus 2, jusqu'au client externe. Donc l'entreprise est un très gros processus. Dedans, on va avoir des macro-processus qu'on pourrait appeler capacité, quelque part, capability, et qui vont se décomposer, être réalisés par des processus de niveau plus fin, très opérationnels, qui vont vous permettre de décrire l'organisation de l'entreprise et de l'améliorer. Ces processus, il va falloir, pour pouvoir les améliorer, vous devez partir de votre entreprise. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? Quelles sont les grandes activités de l'entreprise? Ces grandes capacités ou ces grands macro-processus. Et vous allez les classer. Je vous ai proposé un classement là, il n'est pas très bon, mais parce que je veux que vous réellement vous réfléchissiez. Je ne veux pas que vous vous caliez sur ce que je viens de vous dire. Donc on va avoir des processus de pilotage, des processus très opérationnels de réalisation des produits et des services, des processus de support à la réalisation et des processus d'amélioration continue. Les processus de réalisation des produits et services, c'est vraiment votre cœur de métier. Quel est votre cœur de métier? Si c'est réparer des voitures, et bien clairement, votre cœur de métier, c'est l'accueil du client, le transfert de la voiture dans un atelier de réparation, la réparation, jusqu'à la remise au client. C'est votre chaîne de valeur la plus importante. Et donc, ce sont vos processus majeurs opérationnels. Ces processus, ils vont être suivis. C'est-à-dire qu'il va y avoir des processus d'amélioration continue. Est-ce que le client il est obligé de revenir quand vous lui avez rendu la voiture? Combien de fois il revient? Est-ce que c'est tous les clients qui reviennent? Est-ce que c'est tous les clients qui reviennent après tel type de réparation? Est-ce que c'est tous les clients qui reviennent quand ils sont passés par un atelier? On imagine que vous avez plusieurs ateliers. Est-ce que c'est très peu de clients qui reviennent? Et que généralement, quand ils reviennent, c'est pour vous demander quelque chose en plus. Ce n'est pas la même chose s'il vous demande un service ou s'il vous dit qu'il n'est pas content. Donc, vous avez ces processus de contrôle, d'amélioration continue qui vont être là. Vous allez avoir des processus de support à la réalisation. Ces processus de support à la réalisation, eh ben, très clairement, si un jour vous manquez d'un technicien de maintenance, d'un ouvrier ou d'un technicien de maintenance pour réparer ces voitures, ces camions, ce que vous voulez, vous allez vous retrouver embêté. Et clairement, votre processus de recrutement d'un intérimaire, d'un CDD ou même d'un CDI doit être extrêmement efficace pour que la situation qui fait que vous ne pourrez pas réaliser la réparation dans le délai imparti ne se produise pas. C'est-à-dire ça ne doit jamais se produire. Et pour ça, vous devez avoir en permanence le personnel nécessaire pour réaliser ces opérations de maintenance. Pour ça, vous avez un processus finalement de support qui est le recrutement. Donc en fait, en vous racontant l'histoire, vous allez identifier différentes catégories de processus et vous allez pouvoir les classer et vous allez pouvoir donc cibler quelles sont les activités déjà opérationnelles que vous voulez améliorer, optimiser, identifier si vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir le faire. Donc votre processus, il est mesurable, il y a des indicateurs, il est décrit, il a été décrit avec les opérateurs qui réalisent les activités. Ce n'est pas une description qui date d'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans parfois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est clair et que la représentation qui en est faite est réellement ce qui se passe au quotidien. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à optimiser. Et clairement, optimiser, ça va être optimiser votre organisation, améliorer les relations entre les acteurs, mettre de la souplesse là où il y en a besoin, remettre un petit peu de rigueur là où il y en a besoin aussi, et surtout mesurer.
Alors, moi, je m'utilise cette représentation, ça s'appelle la chaîne de valeur de Porter, ou dite de Porter. Alors, cette chaîne de valeur, il faut la prendre avec beaucoup de précautions. Pourquoi? Elle a été conçue pour pouvoir faire de l'externalisation d'activité. Pour Porter, l'objectif, c'est que l'entreprise dégage une marge absolue. Donc, il a découpé les activités de l'entreprise en activités principales et activités de support. Les activités de support, pour lui, pouvaient être complètement externalisées. On n'en avait pas besoin. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Le développement technologique, comme la R&D, la conception, le développement de technique, donc l'informatique, clairement, ça peut être considéré aujourd'hui comme une activité principale. Pourquoi? Si vous êtes une entreprise comme Amazon qui vendait des produits sur un site web, votre DSI, c'est votre outil de fabrication le plus important. Vous ne pouvez pas avoir d'anomalie sur ce site et vous ne pouvez pas avoir de lenteur sur le site. Donc, tout ce qui concerne la maintenance ou le développement d'applications informatiques va être une activité principale extrêmement importante. Ce qui n'était pas le cas dans les années 90-95, où on allait au magasin du coin pour acheter tout ce qu'on avait besoin ou pas. Et donc, la DSI était considérée comme une entité de support qui rend service aux autres, mais absolument pas comme une entreprise critique. Pareil pour les approvisionnements. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est compliqué de s'approvisionner en pièces détachées, à tel point que certaines entreprises se mettent à fabriquer des pièces détachées. Donc, du coup, plutôt que d'aller les acheter, cet élément va sans doute rentrer dans vos activités principales. Ce qu'il faut en retenir, c'est la décomposition. Et vous allez, vous, suivant votre activité, décider si c'est une activité de support ou plutôt une activité principale sur laquelle vous devez appliquer une surveillance et un suivi extrêmement fin. La logique de chaînage, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'un processus, il démarre avec un événement, il réalise des choses, on le sait, ce qu'il réalise ou on n'a que la vision boîte noire, c'est autre chose, et puis il a une sortie, et ainsi de suite. Et ce processus qui sort un produit, ce produit va devenir l'entrée d'un autre processus. Et c'est ce qu'on représente ici. C'est-à-dire que le travail d'une personne, d'une entité, d'une fonction, d'un processus, ça obéit toujours déjà à la même mécanique. Transformer des éléments entrants en sortant, et ces éléments entrants peuvent soit venir de l'extérieur, un partenaire, un fournisseur, une entité organisationnelle autre, comme une administration ou un client. Et derrière, ça va permettre d'enchaîner différents processus, différentes activités. Donc cette notion de chaînage, elle est extrêmement importante. Une fois que vous aurez identifié avec Porter vos grandes activités, vous allez essayer d'identifier ces chaînes parce que c'est elles que vous allez essayer d'améliorer. Améliorer un processus dans son coin, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est identifier ces grandes chaînes de valeur qui vont vous permettre d'améliorer finalement le fonctionnement de l'entreprise. Généralement, une entreprise, elle a entre 2 et 4 chaînes de valeur, pas plus. Donc ne cherchez pas des choses très fines. Au départ, ce sont des grosses macro-activités de ce niveau-là que vous allez identifier. Et puis derrière, vous allez pouvoir descendre plus bas et là, vous allez avoir la description des activités, des éléments de ces étapes de chaîne de valeur qui vont être beaucoup plus fines sous la forme de processus. Si on descend très fin, on arrive à des modes opératoires qui peuvent être manuels, cérébraux, qui peuvent être automatisés. Mais clairement, si quand vous modélisez vos processus, quand vous descendez très bas, on est sur un modèle opératoire, un mode opératoire. Donc une procédure. Donc cette logique de chaînage, on la retrouve de cette manière-là. On va avoir les chaînes de valeur, donc les 2, 3, 4 grandes activités qui sont déclenchées par vos clients ou par vos partenaires externes ou par des contraintes externes, par exemple un contrôle RGPD, par exemple un contrôle fiscal ou des choses comme ça. Donc vous allez identifier les grandes entrées dans l'entreprise et ce qui en sort. Et donc ça va vous permettre de faire des grandes chaînes de valeur
Derrière, vous allez décrire donc des capacités ou des macro-processus qui vont intervenir et qui vont réaliser ces étapes de chaîne de valeur que vous allez décomposer ensuite en processus, sous-processus, peut-être un deuxième niveau de sous-processus ou des procédures. La procédure, c'est quand on est au niveau complètement opératoire, où on décrit à l'opérateur ce qu'il doit faire. Les niveaux au-dessus sont des niveaux de décomposition. Et vous allez vouloir optimiser certaines parties de la chaîne de valeur ou tout un ensemble de chaînes de valeur, certaines activités opérationnelles et donc certains processus et sous-processus. Il est rare qu'on veuille optimiser l'ensemble de l'entreprise. Là, c'est un vrai projet de transformation et là, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué, qui va vous prendre plusieurs années. Mon conseil à moi, c'est vraiment de travailler avec une démarche agile. On identifie un périmètre global d'amélioration, on le priorise et on travaille étape par étape, sous-ensemble par sous-ensemble. Autrement, en fait, on se mélange, c'est-à-dire vous allez améliorer un processus, mais ça va dégrader un autre et ça ne sera jamais fait correctement. Il vaut mieux y aller étape par étape et en mode agile. Ça, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est une chaîne qui vient du client et qui va vers le client. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est pour chaque processus d'identifier quelles sont les grandes fonctions de l'entreprise qui sont liées à ce processus. Soit elles fournissent des ressources au processus, soit elles interviennent opérationnellement dans le processus, soit elles consomment les produits du processus. Ça, c'est intéressant. Donc un processus, vous allez le documenter. Vous allez décrire son nom, les objectifs à atteindre, les outils qui sont mis en œuvre, les grandes activités, et vous allez identifier des parties prenantes. Ces parties prenantes, elles vont être de 3 ordres. Ceux qui reçoivent les bénéfices, les résultats du processus, ceux qui contribuent à réaliser les activités du processus et donc à produire les éléments de sortie, ceux qui déclenchent le processus et qui l'ensemble de ces acteurs sont donc les éléments parties prenantes qui sont intéressés par ce que produit le processus. Et vous allez ainsi pouvoir restructurer un petit peu vos processus. C'est-à-dire, si vous avez un processus qui est transverse à 2 entités, il va falloir réfléchir, est-ce qu'on n'en fait plus qu'une seule entité ou est-ce qu'on laisse bien ces 2 entités séparées pour X raisons. Donc il va y avoir de la réflexion en termes d'organisation, avec toujours le même objectif, de la souplesse et de la gouvernance, mais qui est maîtrisée. L'objectif, c'est vraiment de donner à vos acteurs opérationnels une certaine autonomie qui est contrôlée et mesurée grâce à des indicateurs. Alors, comment est-ce qu'on démarre? Bien souvent, vous avez des processus qui ont déjà été cartographiés. Donc, il faut repartir de ça. Derrière, moi, je repars, quand je prends un processus, je vais contrôler systématiquement si ce qu'on me raconte est toujours d'actualité. Donc, je vais prendre l'entrant du processus et je vais aller voir les personnes pour qu'elles me montrent comment elles réalisent finalement l'activité qui permet de produire le sortant de l'activité de ce processus. Sinon, le plus simple, c'est de démarrer avec l'organisation de l'entreprise, c'est-à-dire vous avez un organigramme, vous avez les grandes fonctions de l'entreprise et à ce moment-là, vous prenez les par fonction, leur demandez quelles sont leurs grandes activités, qu'est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils consomment pour réaliser ces activités, d'où est-ce que cela vient, et on se fait sa cartographie donc des chaînes de valeur, des macro-processus, avant de descendre éventuellement sur des processus quand on a vu le manque de performance du processus. Ce qui est important, celui qui doit identifier la performance du processus, ce n'est pas celui qui est dans le processus. C'est celui qui va consommer le résultat du processus. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, moi, quand je délivre un service à un client, ce n'est pas moi qui évalue la qualité du service, c'est le client externe. C'est pareil en interne. Ce n'est pas ceux qui opèrent le processus qui vont en mesurer la valeur, c'est vraiment ceux qui reçoivent les résultats de ce processus qui vont dire oui, tout ce que tu m'as fourni correspond à ce que j'attendais ou non, j'attendais autre chose et de ce format-là. Et c'est vraiment en travaillant sur ces boucles retour que l'on contribue à améliorer, à optimiser ces processus. Pas simplement en les décrivant en chaîne. C'est vraiment sur les boucles retour.
Est-ce que tu m'as fourni, c'était bon. On remonte d'un processus. Est-ce que vous m'avez fourni, était bon, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'un processus opérationnel? Généralement, c'est un processus qui parle au client. Donc, on va vouloir produire des objets conformes, les livrer dans les délais, mettre à disposition des services, des fournitures extérieures, etc. attendus. Ce sont ce qu'on appelle des processus de réalisation. Ils réalisent le service ou le produit au client. Sur ces processus, on va vraiment être vigilant sur tout ce qui est normes RSE. C'est vraiment important que ces processus, puisqu'ils sont en plus en face du client, respectent les normes environnementales et sociétales et que les personnes soient mises dans les meilleures conditions pour produire le meilleur résultat au client. Ces processus opérationnels, ils sont généralement supportés par des processus de support. Alors là, j'en ai mis deux. J'ai mis assurer les compétences, préserver l'information, mais il y a peut-être aussi mesurer les indicateurs de performance. Dire ce n'est pas le processus lui-même qui mesure l'indicateur de performance, c'est une entité de contrôle qui est à côté, et il faut que le contrôle devienne quelque chose de complètement normal. Dire on ne peut accorder la confiance et l'autonomie que si les mesures de contrôle sont là, qui permettent finalement d'améliorer et de rétablir la situation au plus vite. Et puis, on a des processus de management. Donc, la stratégie et le développement de l'entreprise. C'est quoi les objectifs de l'entreprise? Tout ce qui est la santé, sécurité au travail, là on retrouve du RSE. Tout ce qui est environnemental aussi, la qualité, l'amélioration. Et vous retrouvez là à peu près l'ensemble des processus et cette classification macro des processus. Là, je vous ai mis des éléments de documentaire, de description. Je vous laisse les lire. Les lire moi-même n'apporte pas plus, donc je vous laisse quelques secondes pour les lire. On va parler de la notion de RACI. C'est-à-dire, ce qui est important dans la description d'une activité, c'est qui fait le travail et qui contrôle. Alors, le contrôle, ça peut être un automate ou ça peut être un humain. Celui qui réalise, pareil, ça peut être un automate ou ça peut être un humain. Je m'explique. Alors, on a la notion de RACI, vous vous rappelez, responsible, accountable, consult, inform. Le responsible, c'est le réalisateur. Ça, c'est un point important. Je vois encore dans des entreprises qui me mettent que le responsable, c'est le manager. Non, le responsable, c'est celui qui fait. Le manager, c'est l'accountable. C'est celui qui met sa tête sur le billot si c'est pas bien fait et c'est celui qui porte la responsabilité. Le consult, c'est celui qui est contributeur. Soit il est consulté, soit il va contribuer. Plus ou moins un réalisateur ou plus ou moins quelqu'un qui apporte du conseil. Celui qui est informé du résultat, donc tout simplement qui suit l'activité. Généralement, la personne qui est informée, dans un autre processus, elle va être l'accountable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir dans votre chaînage de processus, c'est que vous allez voir que vos racis aussi vont s'enchaîner. On va généralement avoir pour un processus un maximum de 3 R, 3 acteurs réalisants et un seul acteur qui va être l'accountable, l'autorité. Il ne peut pas y avoir plusieurs autorités sur un processus. C'est une règle de base. Si vous avez plusieurs autorités, ça veut dire qu'il y a plusieurs réalisations, ou ça veut dire qu'il y a une autorité qui contrôle l'autorité. Donc en fait, cette autorité qui va contrôler l'autorité, ça va être celui qui va être informé, il va faire ce contrôle dans un autre processus. Mais vous ne pouvez pas avoir deux acteurs A sur un processus, quand vous le décrivez. Je vous disais qu'un réalisateur ou un accountable, ça peut être un humain ou un automate. Aujourd'hui, par exemple, dans des entrepôts, vous voyez des espèces de petits robots très bas qui vont ranger les produits dans l'entrepôt. Ils sont capables, donc les produits ont été reçus dans la zone de réception, ils sont capables d'aller lire des étiquettes et de dire ok, il s'agit de tel produit qui correspond à telle livraison, telle commande, donc je sais exactement ce que c'est, et il prend le produit, il va le ranger. Il est le réalisateur.
Avant, c'était un humain qui faisait ça. Il avait un chariot et il transportait le produit dans tout l'entrepôt. Aujourd'hui, c'est plus lui qui fait ça, c'est un robot. Donc ce robot va être la personne qui va réaliser. Pareil, vous allez avoir des automates qui vont aller contrôler les résultats en faisant des calculs, en réalisant finalement des algorithmes. Et les accountables vont effectivement être un automate qui réalise un algorithme, qui fait des calculs pour mesurer tout un ensemble d'indicateurs. Ça peut être de la durée de réponse, ça peut être du poids, ça peut être du volume, ça peut être des durées entre deux déclenchements, par exemple, d'un processus de maintenance. On veut minimiser le nombre d'erreurs et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'automatisation. Et je ne parle pas d'intelligence artificielle là. Je parle réellement d'automatisation. L'intelligence artificielle, ça viendra après, c'est autre chose. Un processus, et c'est la différence avec une procédure, souvent on ne sait pas quand est-ce qu'on s'arrête pour décrire les processus. Un processus, ça décrit le quoi et le qui. Ça ne décrit pas le comment. Lorsque je décris mon processus de réparation de voiture, je dis qu'il y a un ouvrier qui répare la voiture, à qui on a affecté cette voiture, on lui demande de réparer la voiture, de faire la vidange, tout un ensemble de choses. Mais on ne va pas décrire comment il doit faire la vidange. Ça, non. Donc du coup, quand on décrit comment on fait la vidange, on est dans une procédure. Quand on décrit que l'acteur réalise une opération de maintenance, à tel moment, déclenchée par telle activité, etc., tel élément et autres, on est dans le processus qu'on décrit le quoi et le qui. Jamais le comment. Pourquoi est-ce qu'on découpe bien ça? Parce qu'on veut favoriser la lisibilité. Votre processus, il ne faut pas qu'il y ait une myriade de boîtes qui s'enchaînent, sinon c'est incompréhensible. Alors, cette myriade de boîtes, vous pouvez en avoir besoin à un moment donné, parce que c'est votre phase de réflexion. Par contre, il faut tout de suite après repenser ce que vous avez modélisé en simplifiant. On ne détruit rien, on groupe un certain nombre de choses qu'on va décrire comme procédure et d'autres comme processus. En fait, un processus, s'il est trop compliqué, trop détaillé, il est inutile. Un processus, c'est là pour donner une vision globale de l'activité. Voilà. Et puis de l'organisation de l'entreprise. C'est pas là pour décrire le comment. Le comment, c'est autrement, c'est ailleurs, et ça s'appelle des procédures. Un processus, il doit être documenté. On va décrire les objectifs du processus, les acteurs et les rôles, ce qui rentre, les inputs, ce qui sort, les outputs. Et un processus, il est stable dans le temps, sauf si l'entreprise se transforme en profondeur. Pour que ce processus soit stable dans le temps, il faut qu'il soit au bon niveau de granularité. S'il est trop haut niveau, il n'apportera pas de valeur parce que finalement, on ne comprendra pas ce que l'on fait avec ce processus. S'il a un niveau trop détaillé, chaque fois qu'on va modifier un outil ou une façon de faire, on va être obligé de le mettre à jour. Or, ce n'est pas ce que l'on souhaite faire. On souhaite avoir une vision globale de l'enchaînement des activités de l'entreprise à un niveau global, de ses chaînes de valeur jusqu'à un processus, mais on ne veut pas le comment fin. Donc en fait, vous verrez quand vous allez descendre dans votre analyse de processus et votre documentation des processus, à partir du moment où vous êtes obligé de décrire comment l'opérateur travaille, ça veut dire qu'en fait vous êtes dans sa procédure. Voilà. Et un processus, c'est très minimaliste. On ne privilégie pas la précision et l'exhaustivité, mais la portée du message. C'est aussi ce que je dis quand on modélise avec Archimate. Finalement, tous les schémas sont faux, mais il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Donc on fait avec. Il n'est pas précis et il n'est pas exhaustif. Si on veut de la précision et de l'exhaustivité, à ce moment-là, on descend à un niveau plus bas et on sait qu'on va chercher quelque chose de beaucoup plus bas qu'est le comment. Et là, on rentre vraiment dans le comment opérationnel, la façon dont travaillent les personnes. Ça, je vous l'ai présenté en début. Le BPM, c'est la représentation des processus. Le BPMN, c'est une notation qui vous permet, à partir de cette notation de processus, de réaliser des applications. Donc, c'est une autre étape. Là, je parle vraiment d'optimisation des processus, donc de BPM, pas de BPMN. Il y a un autre mode de représentation qui est assez intéressant,
que lorsque l'on travaille avec des personnes, ça permet de s'affranchir des normes de représentation et ça s'appelle un SIPOC. Supplier, Input, Process, Output et Customer. Le supplier et le customer, c'est soit des acteurs internes, soit des acteurs externes. C'est-à-dire le supplier le fournisseur d'un recrutement, c'est l'entité DRH pour une entité interne à l'entreprise. Donc l'entité interne à l'entreprise qui avait besoin de ce recrutement, c'est le client. Okay, donc c'est vraiment une vision très large. Vous pouvez rajouter d'autres choses, les outils. Vous pouvez rajouter les indicateurs de performance. Et process, ça va être les différentes activités que vous allez représenter. Cette représentation, elle est pas mal parce qu'elle se prête bien à du Excel. Donc avant de rentrer dans une modélisation BPM, vous pouvez commencer par ça. Ensuite, vous passez à la modélisation BPM. Et ça permet effectivement d'avoir une approche qui est beaucoup plus didactique. Puis Excel, tout le monde utilise Excel. Donc rapidement, on a tout ce dont on a besoin. La description des activités va être importante. C'est important de nommer les activités, mais de décrire l'activité. Et à chaque fois, une activité, on va devoir la décrire comme si elle était elle-même un processus. Quels sont les acteurs, qu'est-ce qu'elle reçoit en entrée, qu'est-ce qu'elle reçoit en sortie, quel est l'objectif à atteindre, voir quels sont les outils qui sont mis en œuvre. Donc on est dans une démarche qui est très itérative et on s'arrête au niveau de détail souhaité. Ça, je vous l'ai déjà dit, ça aussi. Alors, ISO 9001, souvent, on parle de processus, mais la plupart du temps, ce sont des procédures. C'est très détaillé, c'est très précis, et ça correspond exactement à la réalité des tâches qui sont exécutées ou comment on aimerait que ces tâches soient exécutées dans l'organisation existante. Donc, ces processus, ils sont d'une grande aide. Souvent, c'est la qualité qui fait ça. Ils sont d'une grande aide, mais ils ne sont pas suffisants. C'est-à-dire que ce que l'on veut, nous, c'est pas contrôler que ce qui a été décrit par la qualité au travers de ISO 9001 soit juste. C'est effectivement, on veut nous optimiser le fonctionnement de l'entreprise. Donc on va souvent se situer à un niveau plus haut. Néanmoins, si ça existe, c'est une source d'information qui est magique. On va vouloir mesurer la performance de le processus. Donc on va vouloir contrôler et maîtriser les usages, la conformité des pratiques au processus établi, voir la conformité des pratiques à des principes de l'entreprise, principes RSE, RGPD, donc des principes externes. Mais oui, on ne prend pas l'argent de l'entreprise. Donc il y a des règles fiscales et comportementales qu'on doit respecter. Donc on va contrôler et maîtriser la façon dont le processus se réalise et qu'il n'y ait pas de débordement. On va contrôler aussi son efficacité. Donc il y aura un audit de processus, donc on contrôle la conformité des pratiques, mais on va aussi contrôler l'efficacité, son efficience. Donc on contrôle le résultat. On va contrôler la conformité du processus à une norme. Quand vous avez une norme, vous devez la décliner dans votre organisation et donc votre processus doit être conforme à cette norme et doit vous permettre de respecter la norme. On va vouloir mesurer l'efficacité qui va être l'atteinte de l'objectif et l'efficience. C'est-à-dire quand on fait un audit de résultats, on contrôle ces deux aspects. L'efficacité, c'est qui produit l'objectif. L'efficience, c'est qu'il le produit à moindre coût, tout en maintenant le respect et donc la conformité à des normes et à des principes de l'entreprise qui sont les principes RSE. La démarche Lean, c'est vraiment une démarche de maîtrise de l'efficience des processus. On traque tout ce qui est inutile et on essaye de le supprimer. Donc c'est vraiment de cette démarche-là, elle était portée par l'efficience. L'optimisation des processus. On va se focaliser sur les chaînes de valeur critiques. On va documenter ces chaînes de valeur. On va modéliser les processus qui se rapportent à cette chaîne de valeur et qu'on a identifiés comme peu performants. Il va falloir que vous sollicitiez vos acteurs opérationnels. Arrêtez de penser que ce sont les managers de l'entité qui vont optimiser le processus. Il y a des cas où c'est vrai. Des managers extrêmement présents, voire même des managers qui étaient d'anciens opérateurs.
Mais la plupart du temps, dans 90% des cas, ce sont les opérateurs qui réalisent les activités qui sont les meilleurs acteurs pour optimiser le processus. Donc c'est quelque chose qui doit être très proche de l'opérationnel. Et il va falloir identifier les solutions applicatives pour chaque activité ou l'absence de solution, ou ce que j'appelle moi le fichier Excel de la mort, c'est-à-dire l'activité qui est critique pour l'entreprise, qui n'est supportée par aucun outil, et donc les opérateurs ont créé un fichier Excel qui permet souvent de réaliser une activité qui s'avère très critique pour l'entreprise. Donc voilà, donc les axes, ça va être, on limite le périmètre de l'amélioration, on travaille sur un sujet, éventuellement on peut avoir plusieurs sujets en parallèle, mais c'est important de se focaliser sur des sujets qui sont réellement critiques et de travailler en démarche agile. On va documenter les activités, documenter les processus. Vous allez aller chercher l'information auprès des opérateurs, les personnes qui font le travail. Vous allez identifier tout ce qui va pouvoir vous apporter de la donnée, donc les outils, mais aussi l'absence d'outils. L'absence d'outils est très révélatrice sur l'efficacité et l'efficience d'un processus. Et on va chercher à améliorer la performance. J'ai repris ces 3 phrases en anglais qui viennent du Lean. On ne peut pas manager ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas piloter ce qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas contrôler ce qu'on ne peut pas mesurer, et on ne peut pas mesurer ce qu'on ne peut pas définir. Donc on en revient à ce que je viens de vous dire. On doit définir les processus, les décrire, aller voir les opérateurs pour vraiment être certain, et pas l'opérateur dans une salle de réunion, l'opérateur sur son poste de travail pour savoir comment il travaille, travailler avec lui, lui faire exprimer tout un tas d'améliorations, identifier les points de frustration qu'ils peuvent avoir. Donc là, on va définir le processus. Derrière, on va mettre des éléments de mesure. S'il y a de l'outil informatique, ça va être indispensable. Sinon, avec les opérateurs, on va leur demander de réfléchir à, finalement, si je change, qu'est-ce que ça va améliorer? Est-ce que c'est du confort pour la personne? Est-ce que c'est une amélioration, une efficacité pour l'entreprise? Donc on va chercher à mesurer, trouver des indicateurs. Et puis à partir de ces indicateurs, on va se mettre des points de contrôle. Ça veut dire que pendant peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, il ne va rien se passer en termes d'amélioration. On va juste enregistrer ces points de mesure pour pouvoir identifier des éléments qui vont bien ou des éléments qui ne vont pas bien. Il faut savoir que l'amélioration, c'est une amélioration en continu. C'est-à-dire quand vous commencez à vouloir optimiser, améliorer vos processus, vous n'allez jamais arrêter. Vous allez le faire en continu, avec des audits réguliers, donc allez voir les opérateurs, et en remontant des indicateurs. Et les indicateurs, on ne peut les analyser que sur une période relativement longue. Les améliorations coup de poing en 10 minutes, c'est bien, mais souvent, ce n'est pas ça qui va réellement changer la face de votre entreprise. Et derrière, à partir du moment où vous allez avoir la vision opérationnelle de l'activité, les points de mesure, les indicateurs de mesure, le contrôle sur ces indicateurs et leur évolution, vous allez pouvoir piloter l'amélioration. Mais vous avez une grande phase dans vos activités d'amélioration de processus qui est juste essayer de mesurer ce qui se passe. Ok? Évaluer, mesurer. Des fois c'est simple parce que vous avez déjà l'outil informatique, mais des fois il n'y en a pas. Donc il va falloir se fier à ce que vous disent vos opérateurs, trouver les fichiers Excel de la mort, parce que généralement ils tracent tout ce qu'ils font, surtout dans le milieu industriel. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment important. Et ensuite, vous allez lancer cette auto-amélioration. Donc en fait, le processus, c'est toujours un système intelligent qui doit pouvoir modifier son comportement à partir de l'observation et de la mémorisation des événements. Ça, c'est vraiment le point important. On doit mémoriser les événements, on doit les observer. C'est à partir de là qu'on commence à s'améliorer. C'est un humain qui va faire ça, ou un ensemble d'humains, ou ce sont des machines qui vont vous signaler les points d'amélioration. Vous connaissez forcément ce que je viens de vous représenter, qu'on appelle la roue de Deming. Et en fait, cette roue, elle ne vient pas de Deming pour la petite histoire, mais de quelqu'un qui faisait de la cybernétique, qui s'appelait Norbert Wimmer. Et Deming l'a repris pour... donc ça, c'est la cybernétique, c'était dans une démarche liée à la physique, à l'industrie, à la matière. Et Deming l'a repris dans des activités opérationnelles. Voilà. J'ai fini cette présentation. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions.
Je vous dis à très bientôt.